Imagine, tu ressens un truc bizarre, des crises d'angoisse en pleine nuit, et le médecin te dit qu'il n'y a rien sur tes analyses. Aucune cause physique. Tout est dans ta tête. Sauf que ta tête, justement, qui s'en occupe? Eh bien, c'est exactement la question à laquelle la psychologie clinique a commencé à répondre il y a plus d'un siècle. Et la personne qui a tout fait basculer, c'est Freud. La psychologie clinique, elle traite pas l'humain comme un objet d'étude. Elle le considère comme un sujet, une personne unique, avec sa parole, son histoire, ses conduites, qui font sens dans leur globalité. C'est ça la clé. Et à côté de ça, tu as la psychologie expérimentale qui mesure des choses très précises, comme le temps de réaction, les seuils sensoriels, la mémoire, dans un cadre standardisé. Les variables sont contrôlées, les données généralisables. La clinique, elle reçoit une personne en souffrance et explore son histoire pour comprendre, pas juste pour mesurer. Voilà la différence de fond. Objet contre sujet, mesure contre signification. Petit détour par l'histoire. Le mot clinicus vient du IVe siècle. Le mot psychologie, lui, apparaît vers 1600. En 1696, les médecins dits cliniques se déplacent au chevet du malade. C'est déjà un mouvement vers l'autre. Pinel, entre 1745 et 1824, rompt avec la brutalité asilaire et propose un traitement moral en reconnaissant que la folie a une dimension psychologique et relationnelle. La discipline naît officiellement en 1886 avec Whitner. Une revue de psychologie clinique et thérapeutique sort entre 1897 et 1901 et elle insiste déjà sur l'individualisation. En France, faut attendre 1971 pour le premier diplôme et depuis 1985, le titre de psychologue est protégé par la loi. Il faut forcément 5 ans d'études. Lagache, 1903 à 1972, définit la psychologie clinique comme l'étude approfondie de cas individuels dont l'objet est la conduite humaine et ses conditions, donc l'hérédité, la maturation, l'histoire de vie et l'environnement. Juliette Favé-Boutonnier, elle, préfère une définition plus dynamique. Pour elle, c'est l'étude d'une personnalité singulière dans la totalité de sa situation et de son évolution. Les deux sont d'accord sur la singularité du sujet, mais Lagache insiste sur les déterminants quand Favé-Boutonnier insiste sur la dynamique et l'évolution. C'est le genre de nuance à bien connaître. Freud, lui, 1856-1939, était médecin et neurologue. Sa découverte repose sur une idée qui fait mal, on n'est pas maître chez nous. Il s'inscrit dans la suite de 3 grandes vexations infligées à l'orgueil humain. La vexation cosmologique avec Copernic, la Terre n'est pas au centre. La vexation biologique avec Darwin, l'homme descend de l'animal. Et la vexation psychologique avec Freud lui-même, le je n'est pas unifié. D'où le concept de sujet divisé. Le sujet est partagé entre du conscient et de l'inconscient. Attention pour faire la différence avec Jeannette. Pour Jeannette, le symptôme vient d'un déficit, d'un en moins, d'un manque d'énergie psychique. Alors que pour Freud, c'est tout l'inverse. Le symptôme exprime un conflit intrapsychique, une lutte entre des forces opposées, un trop-plein refoulé et non pas un manque. Pour Jeannette, il faudrait renforcer l'énergie psychique. Pour Freud, l'angoisse exprime un désir refoulé qui essaye de passer pendant le sommeil. La thérapeutique sera donc radicalement différente. Rééducation d'un côté, exploration du conflit inconscient de l'autre. Là où Descartes dit « je pense donc je suis », Freud montre que ce « je » est traversé par des désirs qui lui échappent. Il invente la psychanalyse en 1895 et en 1923, il en donne une triple définition.
La psychanalyse, c'est à la fois une méthode d'investigation des processus psychiques, une méthode de traitement des troubles névrotiques et une métapsychologie, donc une théorie générale des pulsions. C'est 3 en 1. Mais pour bien comprendre d'où ça vient, il faut parler de l'hystérie. Dans l'Antiquité égyptienne, on parlait d'utérus errant. Au Moyen-Âge, c'était de la possession démoniaque et au XIXe siècle, on accusait les patients de simulation. Et puis Freud va observer Charcot à Paris et il en tire 3 leçons de l'hypnose. Première leçon, les mots peuvent agir sur les mots. La parole a un vrai effet thérapeutique. Deuxièmement, l'hypnose a des limites. Et troisièmement, on peut accéder aux phénomènes psychiques en dehors de l'hypnose. Avec Breuer, à Vienne, Freud met au point la méthode cathartique. Sous hypnose, la patiente raconte les circonstances dans lesquelles ses symptômes sont apparus. L'objectif, c'est de libérer l'affect resté coincé par ce qu'on appelle une abréaction, une décharge émotionnelle. Et c'est là qu'il y a une vraie révolution silencieuse. Le savoir passe du médecin au patient. Le clinicien devient quelqu'un qui écoute et qui attend. Imagine une patiente paralysée des jambes chaque fois qu'elle veut sortir de chez elle. Sous hypnose, elle retrouve un souvenir traumatique. Enfant, elle avait voulu fuir une scène insupportable et elle n'avait pas pu. En revivant la scène et en exprimant l'émotion associée, l'affect bloqué se libère. Le symptôme corporel disparaît parce que l'affect n'a plus besoin de se loger dans le corps. Freud remarque d'ailleurs que les paralysies hystériques ne suivent ni les lois de la neurologie ni celles de l'anatomie. Elles obéissent à une représentation refoulée, chargée d'une valeur affective souvent sexuelle, incompatible avec d'autres représentations. C'est ça, la radicale altérité qui existe en chacun de nous. Ensuite, Freud abandonne l'hypnose, trop simpliste, et surtout elle génère une demande d'amour à laquelle il ne doit pas répondre. Il met en place l'association libre. Le patient est invité à dire tout ce qui lui vient à l'esprit, sans censure, même si c'est absurde ou honteux. Ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque c'est une rupture totale avec le 19e siècle, qui valorisait un discours ordonné. C'est la règle fondamentale de la cure analytique. En appliquant cette règle, Freud découvre la surdétermination des associations. Un même mot, une même image peuvent renvoyer à plusieurs chaînes de représentation inconscientes en même temps. Certains mots inducteurs bloquent l'association parce qu'ils résonnent avec quelque chose de refoulé. Le discours du patient n'est jamais neutre. Chaque hésitation, chaque blocage, ça parle. Et puis il y a les rêves. Pour Freud, le rêve est une réalisation hallucinatoire de nos désirs. Il a 2 faces. Le contenu manifeste, c'est ce qu'on raconte au réveil, et le contenu latent, c'est le désir censuré qui a été transformé pour devenir insupportable. La censure opère par 2 mécanismes. La condensation qui contracte, plusieurs éléments fusionnent en un seul dans le rêve, et le déplacement qui détourne. L'affect glisse d'un objet important vers un objet anodin. Et attention, il n'existe pas de dictionnaire universel des rêves, chaque cas est singulier. Ça dépend de l'histoire du sujet. Il y a aussi un autre gros morceau, l'Oedipe. Freud identifie le complexe d'Oedipe comme un phénomène universel chez l'enfant. Amour privilégié pour la mère et hostilité inconsciente envers le père, perçu comme le rival. Ce sont les hystériques qui, par leur récit, ont mis ce phénomène en lumière les premières. Entre 1895 et 1897, Freud développe la théorie de la séduction. Les troubles hystériques seraient causés par une séduction sexuelle réelle subie dans l'enfance. Il qualifie l'enfant de pervers polymorphe et en 1905, dans ses 3 essais sur la théorie de la sexualité, il affirme l'existence d'une sexualité infantile, puis
il abandonne la séduction réelle parce qu'il lui paraît impossible que tous les pairs de ses patientes soient des séducteurs. Et là, il introduit le fantasme, une réalité psychique qui peut avoir exactement les mêmes effets qu'un événement réellement vécu. C'est énorme comme idée à l'époque. Il y a un trio à connaître par cœur: le transfert, la résistance et la perlaboration. Le transfert, Freud le met en évidence en 1895, en traitant une patiente hystérique suivie par Breuer. Il le définit comme le processus par lequel des désirs inconscients s'actualisent sur certaines personnes avec un sentiment d'actualité très fort. Concrètement, le patient répète avec son thérapeute des modalités relationnelles qui viennent de son histoire. Le transfert peut prendre plein de formes: un silence, un discours très froid et désaffectivé, ou au contraire une logorée, donc un flot de paroles qui masque l'embarras. C'est une mise en acte de l'inconscient. Et dans le cadre analytique, c'est à la fois le moteur de la cure et son objet de travail. Un patient, par exemple, accuse son thérapeute de l'abandonner chaque fois qu'il part quelques jours en congé alors qu'il l'avait prévenu. Ce qui se joue là dépasse la simple absence. Le patient rejoue une expérience ancienne d'abandon réel. Ce transfert négatif est précieux parce qu'il permet de travailler le vécu d'abandon plutôt que de juste le subir. Faut pas confondre avec le contre-transfert. Le transfert, c'est les désirs inconscients du patient projetés sur le thérapeute. Le contre-transfert, c'est les résonances émotionnelles du thérapeute face au patient. Les deux sont des outils cliniques, mais ils ne désignent pas la même direction. La résistance, c'est tout ce que le patient refuse de dire ou de reconnaître consciemment ou pas. Ce peut être du silence, une logorée sur des sujets secondaires, une absence à une séance. Le patient peut mentir au thérapeute et aussi se mentir à lui-même, ce qui est encore plus chaud pour le travail. En 1895, Freud constate que les symptômes d'Elisabeth von R sont liés à ses désirs pour son beau-frère. Elle refuse catégoriquement cette interprétation. C'est la résistance dans sa forme la plus pure. À côté de la résistance, il y a la règle d'abstinence, l'interdiction de toute relation sexuelle entre le clinicien et le patient. Ça protège le cadre analytique et ça évite que le transfert soit agi plutôt que pensé. C'est une règle éthique fondamentale et intouchable. Et enfin, il y a la perlaboration. Freud formule ce processus entre 1914 et 1918. La perlaboration, c'est un travail répété, une digestion progressive psychique. Le patient revient plusieurs fois sur les mêmes scènes, les mêmes souvenirs, jusqu'à ce que le refoulement cède et qu'une vraie connaissance consciente de l'histoire du symptôme puisse s'élaborer. Elle repose donc sur la capacité d'association du patient et sur la reviviscence du transfert qui, paradoxalement, s'oppose à la perlaboration tout en étant le moteur. L'analyste, lui, repère les mouvements psychiques, interprète les rêves et symbolise ce qu'il ressent dans le contre-transfert. Si on te demande pourquoi la perlaboration n'est pas une simple compréhension intellectuelle, eh bien tu peux répondre qu'elle implique de traverser les résistances plusieurs fois sur la durée et de transformer la place du symptôme dans l'économie psychique du patient. La méthode clinique, en pratique, elle comporte deux niveaux complémentaires. Le premier niveau, c'est de recueillir des informations in vitro à travers des tests et des entretiens structurés. Le deuxième niveau est de faire une étude approfondie du cas en tenant compte de la singularité de la personne. Et on parle de clinique armée quand elle s'appuie sur des outils statistiques et de clinique naturelle quand elle observe le sujet dans sa spontanéité. Les principes fondamentaux à retenir tiennent en trois mots. La singularité, parce que chaque sujet est irréductible, la fidélité à l'observation et la recherche de la signification et de l'origine des actes et des conflits.
L'étude de cas est la méthode privilégiée pour dégager des éléments généraux à partir du particulier. Côté outils, l'entretien clinique reste le truc principal du psychologue. Il poursuit deux grandes visées qu'il faut bien séparer. La visée diagnostique, on repère des symptômes et on oriente vers un diagnostic avec des entretiens semi-directifs ou directifs, des questions ciblées, parfois des tests, et la visée thérapeutique, où on est non directif et où on laisse la parole libre. On s'inspire du modèle de la cure analytique et c'est là que le transfert peut émerger. Mais la durée est plus longue. Et puis, il reste le compte-rendu clinique, un écrit qui doit transmettre le cas sans réduire le patient à un objet. Petite nuance à bien comprendre. C'est la différence entre la pratique de psychologue clinicien et celle de psychanalyste. Le clinicien en hôpital voit un patient pour quelques entretiens ciblés dans un cadre limité, orienté vers le réel. Le psychanalyste reçoit le même patient plusieurs fois par semaine, sur une longue durée pour explorer les conflits inconscients et le transfert. C'est le même outillage théorique, mais des pratiques très différentes.